le mec qui était là, je fais attends, bouge pas, blague, et bim. Et dans ses yeux, le mec, on dirait qu'il avait vécu la guerre, quoi. Je peux regarder son ventre, je peux regarder ses yeux, je regarde. C'est lui qui m'était reçu avec le regard. Quoi ta source de motivation? La gloire, hein. Après, on va les laisser après. En fait, je trouve que c'est bien pour la déco. Les canapés, là. On va les garder. On est venu pour la coloc. Ouais. Pour la coloc. Ouais, il habitait là. C'est parti. Salut à tous, c'est Jérôme à Calogé. Bienvenue dans le podcast qui vous fait entrer dans la tête des champions. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec une légende du Muay Thai. 97 combats, 75 gagnés, dont 51 terminés par KO. Il a été 3 fois champion d'Europe et le premier Européen à avoir été classé numéro 1 dans le stade mythique du Raja à Bangkok. Il a également entraîné les GOAT du MMA, Georges St-Pierre et John Jones. Georges St-Pierre. Georges St-Pierre, exactement. Et j'ai la chance d'être avec Jean-Charles Bah ouais, c'est le cas. Bah, merci beaucoup de votre intérêt. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'échanger, parler de Muay Thai. Et là, aujourd'hui, on parle de mental, c'est ça? Exactement. Au passage, j'adore, c'est Jérôme. Ben, tant mieux, parce que moi, c'est Jérôme. Moi, j'adore. Ok, ben moi, je suis hyper aussi content d'être là avec toi. Tu veux me chanter une chanson de C'est Jérôme? Après, peut-être, si tu me fredonnes l'air. Par contre, il faut que tu me fasses la... Parce qu'à cappella, j'y arrive pas. Je voulais parler mental et revenir pour commencer un peu sur ton enfance. Et j'aurais voulu savoir, c'était quoi ton jeu préféré quand tu étais petit? À quoi t'aimais jouer? Ouais, alors moi, j'aimais bien chahuter. J'aimais bien faire ça. J'aimais pas les jeux d'équipe. Je m'entendais pas avec l'équipe. Mais j'aimais bien chahuter, se mettre des coups de poing dans le ventre. Ok. J'aimais bien, ouais, avec des potes. Tu résistais bien? Et à l'école, pas loin, rue d'en Raymond, là. Notamment avec mes amis Brahim, Toufik, et d'autres, quoi. On se tapait dans le ventre. De toutes nos forces, et on rigolait bien. Et ça, pendant longtemps, vous avez joué à ce jeu-là jusqu'à longtemps? On faisait aussi des trucs chez moi, on se mettait dos à dos, après on se tournait, il fallait essayer de mettre le mec sur le dos. C'est un peu comme du judo, quoi. Ou ouais. Ouais. Et t'avais des frères et sœurs? Tu joues aussi avec des frères et sœurs? Non, c'est pas okay. Je suis cynique. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes parents, comment ils étaient en tant que parents et comment ils étaient en tant que personnes? Mon père, il est parti un peu tôt, j'avais 13 ans. Il est parti, il est mort quand j'avais 13 ans. Mais, ils habitaient dans la même rue, c'était pas ensemble, mais j'allais le voir, j'allais dormir chez qui je voulais. Okay. J'ai toujours l'impression qu'ils s'aimaient. Et c'est important, je pense, ouais. Pour un enfant. Ouais. Voilà, donc ma mère, elle travaillait beaucoup. Mon père était carrossier. Ouais. Voilà. Et comment toi t'as réagi au décès de ton papa? Comment t'as réussi à sortir de cette drame? Comme il était malade, il était assez malade. Okay. À la limite, c'est un peu un soulagement pour lui, parce que le voir souffrir, c'est pas plaisant, quoi. Donc il avait le cancer, donc ouais. Effectivement, ouais, j'imagine que c'est un moment très difficile dans la vie d'un enfant. Ouais, c'est sûr. Et sur le coup, tu continues ta vie, hein, au jour le jour, et essaie de faire au mieux, quoi. Je passe pas ton temps à te lamenter ou à penser, mais tu vas de l'avant, quoi. Voilà. Et t'as hérité de traits de caractère de tes parents ou tu repenses? Évidemment. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Il y en a auxquels tu penses? Je sais pas. Je crois que ta mère a travaillé beaucoup, j'imagine que la force de caractère. Ouais, c'est strict. Ouais. Okay. C'est pas aussi strict. J'aime bien avoir le dernier mot, tiens. Ok, ça marche. On te laissera le dernier mot alors à la fin de l'interview. C'est cool. Merci. Et tu vas faire un peu d'arts martiaux, il me semble, mais tu n'y restes pas. Qu'est-ce qui t'emmène à aller faire du Muay Thai? Je crois que tu ouvres les portes d'une salle dans le 12e chez André Zetoun. Ouais. C'est mon ami qui était dans la même classe que moi, Jérôme Le Bourgeois. Qui m'a parlé d'un sport qui battait les autres sports. Quand on cherche un sport de combat, on va essayer d'aller dans le meilleur, de préférence, quoi. Et naturellement, je suis parti essayer. Ouais. Voilà, et puis j'ai tout de suite accroché avec Maître Zetoun. Il y a eu un feeling et c'est ça qui m'a fait continuer, là. Et c'est quoi en particulier? C'était quoi ce feeling? C'est quoi qui t'a fait continuer? J'ai l'impression d'exister pour lui, quoi. J'étais quelqu'un. Ouais. Il m'appelle par mon prénom, il m'explique les techniques, il me regarde dans les yeux, il me fait même un balayage. Que dans les autres salles de kung-fu, karaté, aikido, c'était plus rare que le prof vienne me parler en face. Et surtout, le prof me mettait pas de coups, quoi. Et alors que quand on te met un coup, c'est que tu fais un geste vers quelqu'un, quoi. Ouais. Et donc la personne elle compte pour toi sinon tu ne mets pas de coup, quoi. Okay. Donc le fait qu'il m'ait mis un balayage, je suis tombé sur les fesses, j'étais choqué. Et je me dis c'est un sport qui est réel parce que les autres ils parlent beaucoup, mais à aucun moment donné on se met face à quelqu'un et on tape, on prend des coups. Au karaté, quand tu fais pas de combat, être
premières années, je suppose. Ouais. Aikido, le combat n'existe pas. Kung Fu, on faisait des trucs à la touche. Pas les coups de poing, je crois, c'était des petits coups de pied qu'on se mettait. Alors que là, c'était vraiment physique, on sentait quelque chose. C'est plus puissant que les autres sports, je pense. Donc ouais, tu t'es senti considéré, t'as vu que ça fonctionnait, il y avait du réel, quoi. Ouais, en plus. Okay. Ouais. Et il me semble que t'as une anecdote après à peu près le premier cours où tu sors et tu vois un meuble dans la rue. Ouais, et une tu testes chaise. tes... Et après le premier cours, je mets un coup de genou dans la chaise et j'arrive à la percer, quoi. Une chaise qui traînait, quoi. Bon, elle était pas solide, elle devait peut-être être cassée, quoi. Et après, je me dis, putain, c'est efficace comme truc. Sur les chaises. Alors, on peut pas dire que j'avais appris à mettre un coup de genou, j'ai fait qu'un cours, quoi. Ouais, d'accord. Et rapidement, tu fais des combats. Donc, tu commences, t'as 15-16 ans, c'est ça? Ouais. Et tu fais rapidement des combats avant ton premier combat. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu dis? Et qu'est-ce que tu t'imagines? Je commence à 15 ans, je fais 3 mois et après j'arrête. Je reviens à 16 ans et au bout de 5 mois, 6 mois, je fais un combat. Et donc, ta question, c'était? Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui te passe par la tête? Pour moi, c'était un challenge, hein, parce que moi, je m'étais jamais vraiment battu, quoi. Ouais. Toujours, j'étais un peu peureux, quoi, et le fait d'avoir à se battre, et là, bon, comme il y a des règles, c'est arbitré, ça reste quand même plus sûr, quoi. Mais se confronter à quelqu'un, moi, ça doit c'est un être truc hyper stressant. ouais, c'est hyper stressant parce que je l'avais jamais fait, quoi. J'étais plus ou moins timide, quoi. Ouais. Et tu te rappelles comment t'as fait un peu pour gérer ce stress? Si on m'attaquait, je me laissais pas faire, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, quoi. Quand j'étais à la maternelle, quoi, dans les petites classes CP, CE1 où des fois on chahutait un peu, quoi. Ouais. Mais là, j'avais déjà 16 ans, donc c'était pas, c'est un challenge pour moi, quoi. Oser monter sur le ring, oser se battre, quoi. Taper au visage, truc que j'avais jamais fait, quoi, parce que j'étais tapé que au corps. Avec quand j'ai chahuté, on se mettait que des coups dans le corps, mais pas dans la tête. Voilà. Et comment t'avais géré l'appréhension du combat, la peur de prendre un coup dans la tête? Ouais, j'étais très stressé, je me suis entraîné dur. Ouais. Après, quand le gong il sonne, après c'est notre histoire. Après, t'es concentré sur le truc, il n'y a plus la peur. Sur les premiers coups que j'ai pris, avant j'avais peur d'avoir mal, sur le coup j'ai pas eu mal avec l'adrénaline. Ça m'a rassuré, je me suis dit, bon, en fait ça fait pas mal. Et je me suis senti léger, puissant, fort. J'ai fait le combat, j'ai gagné. Ça m'a donné une bonne image de moi-même. Ouais. Et après, c'est comme une drogue, quoi. On n'a pas envie de s'arrêter, quoi. T'as envie de les émotions qu'on a ressenties ce soir-là, on les ressent pas tous les jours. Hein. Ouais. La foule, les gens qui sont avec toi. Et à ce moment-là, ou même après, t'avais quelle vision de la défaite, du chaos, de la victoire? La défaite, je l'ai connue au 13e combat. Et bon, tant mieux, comme ça m'a mis du plomb dans la tête, ça m'a permis d'être humble, parce que pendant un moment, quand je mettais que des KO, je me la pétais un petit peu. Ouais. Je regardais les mecs de haut comme ça sur le ring quand je les mettais KO, mais après je le faisais plus, quoi. Et moi, ça m'a donné une bonne leçon. Et après, j'ai fait que des victoires par KO. Ouais. Et dans ta description, là, donc il y a 97 combats, 16 défaites et 55 KO. Et peut-être 2-3 matchs nuls. Bah, c'est pas exactement ce qui est écrit sur la page Wikipédia. Sur Wikipédia. Des petites erreurs minuscules. Et après, au cours de ta carrière, tu considérais comment la défaite, ça te faisait peur, ou tu disais que ça faisait partie du truc? C'est quelque chose qui me faisait peur, donc je sais pas, quand t'as peur d'un truc, tu fais tout pour pas que ça t'arrive, quoi. Donc tu t'entraînes dur, quoi. Voilà. Et le chaos, est-ce que tu le chaos, tu te rappelles de rien, donc chaos visage. Tu sens rien, tu te réveilles, tu comprends vraiment où t'es, tu te rappelles plus de ce qui s'est passé. À la limite, chaos au corps, t'entends l'arbitre compter, tu vois, tu comprends, donc chaos au corps, c'est plus dur. Mais l'anticipation du chaos, est-ce que tu avais une image particulière de te dire j'ai peur de tomber KO parce que c'est humiliant, ou ce genre de choses? Est-ce que tu as eu ce genre de réflexion? C'est quand tu tombes KO, tu sens rien, quoi. Donc si tu te réveilles, et quand tu te réveilles, t'es déjà content d'être réveillé, quoi. Pas la tête sur les humiliations, quoi que ce soit, quoi. Ouais. Content d'être vivant, quoi. Et la victoire, c'était un truc où tu te mettais la pression, il fallait absolument que tu gagnes, ou au final c'était pas forcément... bien sûr, ouais. Il fallait que je gagne. Après, il y a certains combats que j'ai pris en dilettante où j'ai pas respecté. Je me suis pas entraîné, j'ai perdu. Ouais. Effectivement, quand tu t'es pas entraîné, que tu perds, tu te prends plus facilement, quoi. Ouais. Alors que si tu t'es entraîné dur, tu perds, bon, t'es un peu dégoûté, mais à la limite, ça donne une leçon, quoi. Tu sais sur quoi travailler la prochaine fois, quoi. Les défaites, ça te permet de progresser aussi, quoi. Quand tu gagnes tout le temps, tu cherches pas à t'améliorer, quoi. Tu restes comme t'es, quoi. Ouais. Et quand le mec il arrive à trouver ta faille, ça te permet de travailler tes points faibles et de savoir où est ton point faible. Donc au final, c'est quand même le combat, ça reste positif. Ça reste positif parce qu'au moins tu apprends de tes erreurs et ça te fait progresser, quoi. Ouais. Ça t'a jamais tétanisé l'issue d'un combat avant le combat? En fait, quand tu te donnes à fond,
Après, gagner perdu, c'est un peu un détail. Okay. Tu vois, tu donné à fond, tu as tout donné, tu plus de force. Le mec, tu as donné de la difficulté. Après, défaite ou victoire, c'est pas très important. Au moins, tu es vivant et au moins, tu as fait un beau truc. Les gens t'applaudissent. Okay. C'est un spectacle. Et je voulais revenir à ton combat où tu disais tu as perdu. Il me semble que c'est ton premier combat pro où tu perds ou que tu combats au mois de janvier. À l'époque, quand je commençais, il n'y avait pas de différenciation entre pro et amateur. Amateur n'existait pas, quoi. Ça veut dire que tu combattais sans protection. Ouais. Et à l'issue du combat, mais tu le perds, mais il me semble qu'il se passe quelque chose d'un peu de particulier à la fin d'un combat. Les gens m'ont applaudi jusqu'à ma descente de ring, jusqu'à ce que je rentre dans le vestiaire. Ouais. Encore, ils m'ont applaudi même plus que certains combats où j'avais gagné, quoi. Et j'en ai rendu hommage parce que c'était dur, mais j'ai tenu. Ouais. Les synchrones. Donc les gens m'ont applaudi pour ça, pour ce que j'ai donné, quoi. Après la victoire-défaite, tu relativises un petit peu, quoi. Ouais, ça t'a changé la perspective de la défaite un peu, ça? Bah, il n'y a pas de perspective de défaite, tu essaies de gagner, mais des fois tu perds, quoi. Ça peut arriver, parce que le mec en face, il se laisse pas faire, et puis des fois t'es pas en forme, et des fois le mec est plus fort que toi, tout simplement, quoi. Donc t'as pas d'autre choix que d'accepter, quoi. Okay. Avec le sourire de préférence, parce que ça reste un sport, ça reste un truc ludique pour s'amuser. Mais dans ce sport qui est ludique, etc., il y a quand même un côté douloureux où on se met des coups. Comment toi t'as géré la douleur? Et au fur et à mesure de ta carrière, est-ce que... Bah, tu mets de la pommade dessus. Ok, de la glace, ça fonctionne bien. Ouais, c'est une manière de parler que tu guéris. Tu vois des docteurs, des ostéopathes, acupuncteurs, kinés, masseurs, tous les gens qui sont prêts à t'aider, radiesthésistes, tous ceux qui ont des méthodes pour t'aider à guérir, bah, tu vas les voir. En Thaïlande, j'allais voir des rebouteux. Des rebouteux, des mecs qui faisaient des incantations, tu vois, ça marche. Mais dans ce que tu dis par rapport à la victoire, la défaite et la douleur, en fait, tu n'anticipais pas en fait avant que ça arrive. T'étais pas dans la projection de je vais aller m'entraîner, je vais aller combattre et je vais me prendre un coup, ça va me faire mal. Ou ce qu'il y a, c'est que dans les premiers temps, ma technique, c'était beaucoup d'avancer, de chercher l'anglaise. Ouais. Et quand tu avances, tu cherches l'anglaise. L'anglaise, c'est les points. Bah, tu prends des risques. Tu prends des risques forcément de te blesser. Et donc, quand tu sais que obligatoirement tu vas te blesser, parce que dans ma méthode, c'est je devais avancer et rentrer dedans un petit peu. Et donc, je savais que j'allais me blesser, donc forcément, t'es un peu désagréable pendant ta préparation de combat. T'es pas très agréable avec tes proches, quoi. Ouais. Et après, par la suite, quand je commençais à avoir plus de technique, quand je suis parti en Thaïlande, je savais que tu pouvais faire un combat plus ou moins sans te blesser, quoi. En faisant pas le fou, quoi. En rentrant dedans, en calculant les trucs, en visant bien, pas taper dans les genoux, si le mec il bloque, pas faire 2 fois les mêmes erreurs. Et donc, après, t'es plus zen et t'es plus agréable avec tes proches. Et tout à l'heure, on parlait d'André Zetoun. Est-ce que qu'est-ce qui te plaisait dans sa façon d'entraîner? Est-ce que tu te rappelles d'une phrase, d'un conseil qui a fait un déblocage? C'était très physique, mais il répète toujours au moral. Ouais. Ça veut dire, je pense qu'il voulait dire, parler du mental. Ouais. Parce que le moral, c'est pas ça, non. Le moral, c'est si on va bien. Ouais, si on va bien, très bien. Ouais. Donc en fait, je pense que c'était le mot mental qu'il voulait dire. Mais nous, on prenait ça comme ça, quoi. Il disait au moral, c'est-à-dire tu lâches pas, quoi, tu te donnes à fond, puis il était derrière moi, il m'appelait si je venais, il n'y a pas que je venais pas, mais en tout cas, si par hasard j'étais pas venu une fois, il m'appelait, quoi. Ouais. Et, je comptais pour lui, c'était important, quoi. Et son entraînement était super dur. C'était beaucoup de séries, beaucoup de séries, quoi. Jusqu'à ce que t'en craches tes poumons, quoi. Et c'était une raison pour laquelle tu étais autant assidu, parce que tu voulais lui rendre aussi le temps qu'il te consacrait ou c'était aussi t'aimais ça, t'aimais t'entraîner? Non, parce que j'avais peur de perdre, et aussi j'ai peur de me faire engueuler si je viens pas. Ok. Et d'ailleurs, t'aimais t'entraîner ou tu préférais les combats? Ouais, j'aimais l'entraînement, mais j'aimais pas les footings. Ça, t'es obligé de le faire. J'aimais pas les régimes non plus, mais ça, t'es obligé de le faire aussi. T'es obligé de faire des trucs que t'aimes pas, quoi. Ouais. Et du coup, rapidement, à 20 ans, tu deviens champion d'Europe. Tu défends 2 fois ta ceinture. Le premier que tu gagnes au titre de champion d'Europe, c'est Osman Yigin, que tu bats. Là, j'ai gagné mon titre contre Osman Yigin. Après, j'ai défendu mon titre 2 ou 3 fois. Enfin, 2 fois sûr. Ouais. Voilà. Et lui, il dira, Osman, qu'il a jamais rencontré quelqu'un qui tapait aussi fort que toi. À 20 ans, tu es champion d'Europe 3 fois. Est-ce que tu ressens un peu ce que tu ressentais entre tes 16 et 18 ans quand tu bats tout le monde? Est-ce que tu te sens invincible? La confiance en toi, elle est comment? Ouais, et puis j'ai même arrêté les études pour mettre à fond dans la boxe. Ouais. Et quelques mois après, je me blesse à la main et finalement, je suis un peu dégoûté.
et je décide d'arrêter la boxe. Et en même temps, je me retrouve sans études, sans boxe. Tu t'arrêtes pendant 2-3 ans, c'est ça? Ouais, je m'arrête pendant 3 ans, je reprends les études. Je passe en dernière année au d'ostéopathie, et en 4e année, c'est-à-dire 1 an avant la fin, je décide d'arrêter les études pour partir en Thaïlande, faire la boxe. Donc un coup j'arrête, un coup je reprends avec les... Et pendant les 3 ans, tu sors complètement du monde du Muay ou ouais, tu j'ai toutes les photos, tous les magazines que j'ai. Ah ouais, Donc plus aucun, tu coupes. Ouais, tu coupe, je prends plus personne, plus personne, je suis plus dans les galas. Mais est-ce que tu as quand même eu un déclic derrière? Qu'est-ce qui te fait revenir à ton premier combat, retourner dans une salle, etc. à ce moment-là? Je crois que déjà pendant les 3 ans d'interruption, j'étais parti en Thaïlande en plein milieu. J'ai fait 3 combats, 3 victoires par KO. Donc je savais que je pouvais revenir, parce que je l'avais déjà fait. Et après, je travaillais dans les maisons de retraite. Et dans les maisons de retraite, les gens parlent de leurs regrets. Et je vois que même des fois, 50, 60 ans, ils sont déjà vieux, quoi. Comme si leur vie était déjà derrière eux, quoi. Ils sont là devant un mur, ils font rien. La plupart sont malades aussi. Hein. Ouais. Et après, en face de la maison de retraite, il y a une maison pour les gens qui sont à l'état de légumes, quoi. Ils sont branchés, ils peuvent ni manger, ni faire leurs besoins, ni même rester allongés pendant plus d'1 heure. On est obligé de les retourner toutes les 2 heures pour éviter les escarres. Plus de les nourrir avec un tuyau, plus de les sortir les excréments avec un tuyau. Tu veux pas leur parler. Ça, c'est en face de la maison de retraite. Ouais. Donc je me dis, c'est ça qui nous attend. Je crois que quitte à faire un truc que je pensais une connerie, ça me fait plaisir, je la fais quand même. Et finalement, c'est vrai pas être une connerie, parce qu'au final, ça a bien marché, mais au début, je me dis, c'est une connerie, mais je la fais quand même. Si je fais pas des conneries, je vais regretter. Après, je vais être comme eux à 60 ans et dire, ouais, je regrette, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire. Et j'avais vu une vidéo de toi où tu es à la vingtaine et je te demande si ça a participé. Tu dis, j'ai 20 ans, je fais que m'entraîner, j'ai pas de copine. Si je m'entraînais pas, je dis pas que j'aurais une copine, mais j'aurais le temps d'en chercher une. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça a participé au fait que tu as fait une coupure? T'en avais marre de t'entraîner tout le temps et tu voulais faire autre chose? Les filles, quand t'as 20 ans, quoi. T'as pas pour tout le monde. Non, c'est important, les filles. Ouais. C'est des êtres humains, quoi. Parce qu'à 20 ans, moi, je n'étais jamais sorti, je connaissais pas trop de gens, puis j'étais timide. Donc après, 21 ans, j'ai arrêté, j'ai profité pour sortir, m'amuser, rencontrer des gens, essayer d'être social, quoi. Parce que j'étais pas très social. Et du coup, entre 2000 et 2006, tu pars en Thaïlande. Là, c'est quoi, du coup, le projet de te remettre à fond dans la boxe? Ouais, 2001, je pars pour essayer de faire professionnel. Pas pour être champion quoi que ce soit, juste pour faire professionnel. Pour dire, ouais, je suis professionnel, quoi. Le boxe, ouais. C'est ça qui me faisait plaisir de dire. Ça soit ton métier, quoi. Ouais, voilà. Okay. Et je tentais ma chance. En Thaïlande, le niveau de vie est plus facile qu'en France. Donc, avec les bourses que je gagnais là-bas, et de temps en temps, je boxe en Europe, ça me permettait de vivre correctement là-bas, quoi. Et ton premier combat en Thaïlande, est-ce que tu as été impressionné? Tu t'es dit, là, je passe dans une autre catégorie? Le premier combat en Thaïlande, je l'ai fait déjà quand j'avais déjà 18 ans. Ouais, 18? Ouais, 18. Et là, tu te dis, ça va être chaud, ou tu te dis, ça va être pareil comme un mec en Europe, c'est la même chose? Non, c'est pas un combat, c'est un combat. Hein. Ouais, le mec qui essaie de te tuer. Peu importe sa nationalité, quoi. Ouais. Le mec qui veut te tuer, faire gaffe, quoi. Et d'ailleurs, toi, quand tu rentrais sur le ring, c'était quoi ta mentalité? C'était de mettre KO le mec, le fatiguer, des jeux de stratégie, où tu rentrais? Moi, j'avais peur. Donc je me dis, plus ça se termine vite, moi j'aurais pas longtemps, quoi. Donc c'est pour ça que tu avançais tout le temps, parce qu'on peut voir des combats. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de KO au premier round, parce que je veux que ça se termine. Je suis pas à l'aise, là. Le mec, il veut me tuer, faut que je me défende, puis c'est des gens qui me regardent. Ouais. Donc plus vite ça se termine, mieux c'est, quoi. En Thaïlande, tu as une grande carrière, tu fais des grandes victoires, tu es classé numéro 1 à mon stade du Raja. Et pour ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y a 2 stades, le Lumpy et le Raja. C'est un peu comme s'il y avait des combattants au Parc des Princes. À un moment donné, j'avais mis le champion du Raja KO au premier round, et juste après, le champion du Lumpini KO au premier round aussi. Okay. Les 2 d'affilée, sauf qu'il n'y avait pas de titre en jeu. Mais je les ai mis KO, les gens le savent, je le sais, ils le savent. Ouais. Voilà. Ceux qui étaient là le savent. Et ça te fait quoi quand tu gagnes ces combats? Je me dis, j'ai eu de la chance. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est vrai en plus. Tu t'es pas senti plus fort qu'eux? J'ai le punch. Ouais. Ils me connaissent pas. Je peux les avoir. Ouais. Par surprise en leur mettant la plus puissante de tes patates. Et les parieurs, t'as eu des trucs où les mecs t'as des anecdotes avec les parieurs? Là je connais le chef des parieurs, hein, c'est un ami. Okay. Et la dernière fois il m'a invité à m'asseoir à côté de lui là, et la place où je me suis assis, c'était où ça c'est Kombankway, le mafieux le plus important de Thaïlande là. Bon, il est mort maintenant, mais il m'a fait m'asseoir à côté de lui, quoi, à sa place, quoi. Bon, moi j'ai parié 2-3 fois sur moi,
Ok, t'avais le droit. Ouais, ok. Oui, De toute façon, c'était pas... C'est sur moi, quoi. Si pareil sur l'autre, ils vont se dire, il y a un truc louche, quoi. Et quand c'est sur toi, moi, j'ai fait quelques fois. T'as gagné de l'argent sur toi? Ouais. Bah, je crois que j'ai perdu une fois. Voilà. Parce que je pariais ma bourse, le mec, je fais quitte au double. Il dit, je te donne temps, je fais, bon, bah, le double, si je gagne, et 0 si je perds. L'État, ils aiment bien ça, quoi. Et t'as eu une bête noire dans ta carrière? Quelqu'un mentalement un Cambodgien, disait... j'ai boxé 3 fois. 3 fois, j'ai perdu sur ouverture. Ouais, ok. Et j'ai un ami à moi qui a un moins bon niveau que moi. Timor, c'est un Australien. Ouais. Mais bon quand même. Ouais. Et il a battu ce Cambodgien 3 fois. Ok. Et est-ce que tu sais... Et moi, j'ai boxé 3 fois, et 3 fois, il m'a ouvert. Bah, en fait, au Cambodge, dès que le mec, il t'ouvre, si t'as un peu de sang, ils arrêtent le combat, quoi. Donc, le but du maître, c'est de m'ouvrir, quoi. Et 3 fois, il m'a ouvert, 3 fois, okay, 3 fois, je me suis fait, je me suis fait éliminer, quoi, parce que j'ai saigné, quoi. Mais ok, mais toi, il n'y avait pas un truc qui se passait avant le combat particulier qui faisait que tu perdais contre lui. Tactiquement, il le jouait bien, en fait. Ce Cambodgien, il avait des tatouages magiques sur le corps. Okay. Et c'est lui qui m'a donné l'envie d'en faire aussi. Et puis surtout, quand le tatouage, ça me déconcentrait après que je regardais ses yeux. Et dans ses yeux, le mec, on dirait qu'il avait vécu la guerre, quoi. Il faisait vraiment peur, quoi. Et ça t'impressionnait quand tu rentrais sur le ring ou avant? Donc je ne peux pas regarder son ventre, je peux pas regarder ses yeux, je regarde. Parce que des fois, j'aimais bien mettre la pression avec le regard, mais c'est lui qui mettait la pression avec le regard. Quand tu vois sa photo sur Internet, tu comprends pas. Ouais. Il s'appelle Eputong. Tu as regardé la photo? Ouais, on peut. Mais j'avais regardé. Tu as regardé déjà? Ouais. Tu la montreras. Ouais, je une tête de malade. Ouais. Et du coup, toi, après, justement, t'as fait des tatouages. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a rassuré mentalement, qui t'a amené de la force pour les combats? Oui, bien sûr, je suppose que c'est des porte-bonheur, donc quitte à t'aider à avoir une pensée positive et te rappeler qu'un jour t'y croyais tellement que t'as fait des tatouages pour, ça reste que du positif, quoi. T'avais d'autres rituels? T'avais des mantras, des choses que tu te répétais dans la tête aussi en Thaïlande, il y a l'espèce de danse spirituelle qu'on fait là, qui s'appelle le Waikru. Ouais. Ils te mettent un bon cône au-dessus de la tête, un truc qui vient d'un temple. Ils sont plein dans les croyances bouddhistes comme ça, quoi. Et toi aussi, t'as essayé de faire peur à des gens? T'as essayé de jouer aussi ce jeu de la carte d'impression? Quand on se regarde au premier round, t'essaies de montrer que t'as pas peur, quoi. Et que t'es pas intimidé, et t'essaies même de montrer que t'essaies même pas de l'intimider, parce que tellement t'es confiance en toi, t'essaies de le regarder avec compassion, quoi. Et ça a marché? Tu vas mourir. Je dis pas rien, mais je t'aime bien, je n'ai rien contre toi, mais tu vas mourir. Avec un peu de peine dans le regard. Et tu voyais que ça marchait? J'aime bien ce style. J'en sais rien, faut leur demander, quoi. Ouais. Et oui, est-ce qu'il y a des... Pas méchant, si tu regardes méchamment, c'est-à-dire que t'as peur. Ouais. Mais si le mec, tu pars du principe que t'es beaucoup plus fort, t'as même pas besoin de lui faire peur, vu que t'as pas peur, quoi. Donc tu regardes avec compassion, quoi. Désolé pour ce qui va t'arriver. Désolé pour ce qui va t'arriver. Pas contre toi personnellement, mais tu vas mourir. Ok. Et les danses, etc., ça c'est quelque chose qui te calmait, qui t'apaisait avant le combat, qui te ramenait de la sérénité? Comme c'est difficile de faire la danse et qu'il faut se concentrer là-dessus, pendant que tu te concentres là-dessus, tu penses pas au combat, quoi. Okay. Ça permet d'aborder le combat plus zen que 5 minutes avant, quoi. C'est intéressant. Et je voulais revenir sur un de tes combats. Sac Capoin-Leg, vous vous êtes combattu 2 fois. Tu as perdu 2 fois par KO. 4 fois, pardon, je voulais dire, et parce que tu as perdu 2 fois. 2 fois et toi, tu l'as mis KO 2 fois. Sur le deuxième KO, il est impressionnant le combat, tu as l'air de le maîtriser. Et au 4e round, mais en fait, c'est lui qui me faisait semblant d'être un peu sonné, quoi. Et c'est la deuxième fois qu'il me faisait ça, quoi. Okay. Sur la première fois, il m'a eu avec une feinte, il fait 2 coups pas bien faits, et le troisième, il le fait très bien, quoi. Alors que je m'attendais à ce qu'il le fasse pas bien aussi, quoi. Okay. La deuxième fois, il fait semblant d'être un peu sonné, et moi, je saute dessus en pensant, comme j'ai pas beaucoup de conditions physiques, je dis, faut que ça se termine, je rentre dedans, mais je me prends un coup fatal. Tu vois pas venir, je suppose, le coup de pied? Non, j'ai pas vu arriver. En plus, c'est un coup assez difficile à arriver parce que c'est jambes avant, en sautant en arrière, boum, sans changer de garde. Donc, déjà, techniquement, c'est difficile à faire. Et après, quand j'étais en Thaïlande, on m'a proposé de le reboxer une 3e fois. Et là, j'étais un peu inquiet parce que je me dis qu'il m'a quand même mis KO 2 fois, tu vois. Donc, j'avais un peu peur, quoi. En plus, ils s'enchaînent les combats. C'est sur 12 mois, vous combattez 4 fois. Ouais, et donc, après, vraiment, je fais un gros travail mental, là, pour me dire que non, je suis plus fort que lui, que c'était un coup de chance. Après, je réfléchis au combat et je me rends compte qu'il avait fait semblant et que je me suis jeté dans la bagarre, sans garde. Et là, donc, le 3e combat, il essaie de me refaire la même chose. Il baisse la garde et il fait semblant d'être sonné.
Et je me dis, me refaire comme la deuxième fois. Je baisse les mains et je le regarde, je fais non. Regarde, il est dégoûté parce que j'ai compris son vice. Et du coup, est-ce que c'est une des défaites qui t'a le plus appris, celle-ci? Par contre, juste pour dire que du coup, ça veut rien dire. Parce que les gens, ils disent du coup, tu veux toutes les 2 secondes, alors que ça veut rien dire, quoi. Ouais, t'as raison. Et c'est comment ça s'appelle? Un tic de langage. Un tic de langage que j'essaie de combattre. Ben, tu vas m'aider, tu vas participer au fait que je vais moins le dire. Alors, Donc, alors, le du coup, tu m'aurais dit donc par conséquent, ça. par conséquent, Pas mieux comme ça? si, c'est pas mal. Il y a plein de termes de français qu'on oublie en disant du coup. Ouais, t'as raison. Alors, Par conséquent, est-ce que c'est une des défaites qui t'a le plus appris? Ou est-ce que t'en retiens une qui t'a le plus appris, que tu retiens? oui, effectivement, oui. Ouais. C'est une des défaites qui m'a le plus appris, quoi. J'en ai quand même quelques-unes des défaites. Après, là, c'est vraiment le mec qui m'a eu sur une feinte, quoi. Donc, Ok. ça m'a aidé parce que le 3e combat, il m'a refait la même et je suis pas tombé dans le piège. Et je l'ai mis KO par la suite. Et j'aimerais revenir sur ta victoire, qui est la plus marquante pour toi. Ça serait laquelle? La victoire qui m'a changé ma destinée, c'est la victoire quand j'ai boxé contre Robeut à Las Vegas. Ouais. C'était mon 50e combat. C'était en direct sur Canal+. C'était à Las Vegas. Il y avait des stars d'Hollywood dans la salle. Et j'ai mis KO au premier round, alors que le mec, c'est une légende, un tueur. Et je me suis dit, bon, si j'ai pu mettre KO lui, je pense que je peux faire quelque chose en Thaïlande. Est-ce qu'on peut faire un truc sur ce combat, que tu nous parles de ce combat un peu comme si on était dans un casque de réalité virtuelle, où tu nous parles vraiment des sensations que tu as eues, l'attente dans les vestiaires, la montée sur le ring, et pendant le combat, et après, nous faire ressentir vraiment ce que tu as ressenti physiquement et à quoi tu as pensé. Ouais, déjà, le combat, il commence. Là, normalement, on est censé se toucher les gants. Ouais. Et là, je vois qu'il vient vers moi, mais d'un pas déterminé. Pas comme s'il voulait juste toucher les gants. Et d'un coup, j'ai un flash. J'ai déjà vu dans une vidéo faire ça et mettre un type dans le visage d'un mec. Et là, ça me revient. Un peu comme, tu sais, Slumdog Millionnaire. Là. Il a des flashs qui lui rappellent son passé. Tu l'as vu le film? Ouais, je l'ai vu. Ouais. Donc, et là, j'ai un flash, je le revois en train de mettre un type. Et j'y ai pensé, et qu'est-ce qu'il me le fait? Et moi, j'ai eu le réflexe de pencher la tête. Donc, le pied, il passe à côté de mon visage. C'est tellement rapide que j'ai même pas vu arriver, quoi. Et donc, et après, je vois bien qu'il est très... Il met un coup que je bloque, il me pète le ligament. Mais ça, je l'ai su par la suite, là, sur le coup, avec l'adrénaline, je tiens. Deuxième coup dans l'épaule, comme une batte de baseball. Je fais, putain, c'est incroyable, la force du mec, quoi. Et je sais qu'à un moment donné, je lui fais une feinte. Je vais pour lui mettre une gauche et il l'esquive. Ouais. Et après, je sais que si j'en mets une autre, il va l'esquiver dans l'autre sens. Alors, vraiment, je le fais pas, mais je le fais quand même. Et je vise un peu même sur le côté. Comme ça, c'est le plus facile encore pour lui d'esquiver. Au lieu de taper tout droit, je fais gauche, droite, hop, hop. Et lui, il esquive. Et comme il esquive bien, parce que je fais semblant d'être lent, quoi. Et à un moment, il baisse ses mains et il commence à faire comme ça. Exactement le même topo que quand je boxais des mecs en Thaïlande qui étaient plus forts que moi et que des fois, je fais semblant d'être un peu fatigué, d'être lent. Comme ça, le mec, il baisse la garde. Et je sais que moi, je vais leur mettre mon uppercut. Et donc j'ai fait ça, 3-4 gauche, hein, il esquive et après il baisse les mains et il commence à rigoler, il se dit ouais je suis rapide. D'ailleurs tu lui réponds un peu, tu fais un peu ça toi aussi face à lui, tu réponds un peu à ses ouais, à moi il m'a mis un coup de pied, on s'est mis 2-3 coups de pied chacun, j'étais le dernier en mec. Hein. Ouais, donc ce qui fait qu'il a baissé sa garde et j'avais mon plan, moi c'est de l'emmener dans les cordes et le mec il va dans les cordes et là il peut pas esquiver, il percute. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, tu lui en mets 3 derrière, il bouge pas, il reste et il tombe. Là, tu ressens quoi à ce moment-là? Ouais, c'est le sauter de joie, quoi. Libération et avant le combat, tu te sentais comment? J'ai peur qu'il se relève et qu'il revienne, je me dis maintenant je suis mort, quoi. Heureusement, l'arbitre l'a pas laissé continuer. Faut dire que les 4 que tu lui mets, elles sont quand même... Ouais, mais avec cette technique, il aurait peut-être pu revenir, quoi. Il m'a rattrapé encore à corps, il a attendu que l'orage passe et... D'ailleurs, j'ai fait une revanche contre lui et j'ai pas pu faire grand-chose, quoi. Et avant le combat, dans le ring, dans les vestiaires, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu ressens? J'imagine qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress. On était une équipe de Thaï, enfin une équipe de Français contre une équipe de Thaï. J'étais le dernier des Français à passer et tous les Français avant moi sont mangés tous des KO. Tu vois, j'étais le dernier à passer parmi les Français. Sur la vidéo de Canal+, je suis en premier, mais sinon j'étais en dernier en réalité. Donc ça m'a mis une grosse pression, quoi. Ouais. Il fallait que je rattrape l'honneur des Français. Ouais, ça t'a mis une grosse pression et comment t'as fait pour la gérer? Est-ce que comme tu disais au départ, une fois que t'es sur le ring... Une fois que t'es sur le ring, t'entends le gong, après, faut juste respirer, se calmer, des fois se mettre un petit peu tout seul dans une pièce. Parce
que c'est les autres qui te donnent le stress, quoi. Ouais. Alors, quand tu vois, t'es stressé, ça stresse, mais si t'es tout seul, tu fermes les yeux, tu respires, tu reviens, c'est de te calmer, quoi. C'est pour ça que je gère le stress, quoi. D'accord. Ça, tu le travaillais beaucoup en amont dans tes entraînements, la gestion du stress, comment? Bah non, il faut que je reste allongé, les yeux fermés, respirer, y a pas besoin de le travailler, ça. Tu t'allonges, tu fermes les yeux, tu respires, quoi. Et t'es tout seul dans une pièce, et j'essaie de penser à des trucs agréables, quoi. Ouais, donc tu t'allonges, tu fermes les yeux. Ouais, Il ouais. n'y a pas besoin de le travailler des heures, ça. Ouais, mais Je suis sûr que t'arrivais? tu peux le faire tout de suite. Tu t'allonges, tu fermes les yeux et tu penses à autre chose. Ouais, il y en a sur certains qui arrivent moins Bah, que t'as pas le d'autres. choix. Bah, t'allonger Ouais. les yeux fermés. C'est pas, Ok. c'est pas très difficile, non? Non, non. Ok. Ouais. Ok. Trouver une pièce où il n'y a pas de bruit. Et là, tu avais un nouveau staff en Thaïlande. Je crois que tu as mis du temps un peu à le construire parce que les gens, ils t'ont pas fait forcément rentrer tout de suite dans leur rang Staff, c'est-à-dire le de coach. coach, ouais, de Ouais. coach. Comment Bah, ouais. ça s'est passé et, parce que comment tu t'es recréé un coach, Bah, une quand je équipe suis parti en Thaïlande m'installer, c'est Robert qui m'a invité. Le mec que j'ai bossé à Las Vegas. Lui, il m'a présenté tous ses proches. Donc, automatiquement, on déroulait le tapis rouge. Ouais. Quand t'es invité, c'est pas pareil. Quand t'es personne, faut faire ses preuves, mais quand t'es invité, tu fais partie de la famille, quoi. Et là, tu as retrouvé, tu as compris, tu as progressé en Thaïlande, tu as senti, je sais pas, ton niveau évoluer, exploser en arrivant en Thaïlande. Au fur et à mesure, je l'ai pas senti du jour au lendemain, mais à force de boxer des tueurs, c'est un mec qui m'a bien fait progresser, il s'appelle Kutsuk. Ouais. Kutsuk Petsupapan, je l'ai boxé 5 fois en l'espace de 7-8 mois, quoi. Ouais. Tu vois, d'affilée, quoi. Et le mec, il était très fort. Et lui m'a vraiment forcé à réfléchir, parce que sur les 5 combats, j'en ai gagné 4, mais à chaque fois, j'avais l'impression que c'était de justesse, c'était limite, c'était un coup de chance, quoi. J'aurais jamais été sûr de pouvoir le faire une deuxième fois, quoi. Et après, au bout de la 4e fois, je me dis, je peux plus avoir 3-4 fois de la chance. À mon avis, je crois que je suis plus fort que lui, quoi. Okay. Et bon, lui m'a aidé à progresser techniquement, parce que j'arrivais pas à bloquer ses coups de pied. Moi, je faisais la différence avec l'anglaise, mais au niveau des jambes, il était beaucoup plus fort, quoi. J'arrivais pas à bloquer. Il était trop rapide. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je me mette sur la jambe avant pour pouvoir bloquer. Mais le fait de te mettre sur la jambe avant, c'est-à-dire que tu dois pas utiliser l'anglaise. Donc moi, mon truc, c'est l'anglaise. Ouais. Donc après, il fallait mixer avec ça, quoi. Voilà. Et ils t'ont appris des trucs sur les Thaïs, comment les déstabiliser, comment rentrer un peu dans leur tête, au-delà de montrer ta confiance et ta sérénité? Pas spécialement, non. Ouais. D'accord. Bon, confiance et sérénité, ça vient avec l'entraînement, hein. Tu sais, il n'y a pas de secret, hein. Ouais. Si tu t'entraînes pas et tu montres confiance et sérénité, ça veut rien dire, quoi. Tu t'entraînes dur, tu gagnes, même si tu gagnes pas, au moins tu fais un beau combat, quoi. Okay. Et même si tu fais pas un beau combat, au moins tout le monde t'a vu t'entraîner et personne ne peut rien te reprocher, quoi. Alors si on ne voit pas t'entraîner et que tu fais un combat moyen, on va dire ouais, c'est même pas entraîné, il gâche les possibilités, quoi. Okay. Voilà. Et t'as gardé ta faim et ton envie de t'entraîner tout au long de ta carrière, enfin. Ouais, il y a eu des hauts et des bas, évidemment. Ouais. Dernier combat, j'avais plus faim, ça c'est sûr. Le dernier combat, je l'ai fait sans m'être entraîné et je boxais un mec vraiment très fort en Big Ben, avec le punch et tout, qui tapait fort et je me suis mangé un KO au premier round, tu vois, et je crois que c'est le moment de raccrocher les gants parce que j'avais pas respecté le ring, j'avais pas respecté l'adversaire, je me suis pas entraîné, j'étais arrivé même pas au poids, donc j'avais tout fait faux. Et je me dis là, le mec était motivé, il avait faim, il était jeune. Moi, j'étais plus motivé, j'ai plus faim, je suis moins jeune, quoi. T'es quand même à 31 ans, c'est pas vieux, mais lui déjà qu'il n'y a pas d'argent en plus. Ouais. C'est pour le plaisir. Ben là, il n'y avait même plus le plaisir, donc j'ai fait, faut que je raccroche, quoi. Ok. Et avant ça, c'était quoi ta source de motivation C'était quoi qui te poussait à combattre la gloire. La gloire. Ouais. Exister, valoriser. Ouais, okay. Complètement, ouais. Comment tu préparais tes combats et comment stratégiquement tu rentrais aussi dans la tête des Les combats, je prépare tout le temps plus ou moins pareil, sauf si le mec est gaucher ou droitier, je vais travailler plus une jambe que l'autre. S'il est grand, je vais plutôt taper en bas. Évidemment, et je vais essayer de travailler un truc en particulier. Si je connais la technique du mec et sa taille, son poids, c'est d'habitude, donc je connais pas le mec, je sais pas comment il est, donc je m'entraîne de la même manière. Après, ça m'est arrivé de faire semblant d'être lent et d'être fatigué quand j'ai vu que les mecs étaient plus forts que moi. Okay. Pour les feinter, pour les endormir. Parce que je sais que j'ai le punch. Il faut que je m'approche d'eux pour les toucher une fois, quoi. Donc des fois, ça m'est arrivé pour les approcher, de faire style
de faire si je suis fatigué, j'ai plus de force, je suis lent, comme ça il me laisse m'approcher et après je mets le coup fatal. Ok. Après si je suis plus fort que le mec, j'ai pas besoin de faire semblant. Tu vois. Ok. Voilà. Et tu avais d'autres stratégies mentales pour quand tu les connaissais ou est-ce qu'il y avait d'autres choses pour Bah non, déjà tu montres que t'as pas mal, il te met un coup, tu sais les premiers rounds on se met un coup chacun. Ouais. On montre sa force, on montre qu'on a pas mal. Voilà, c'est des trucs de base quoi. Si tu montres que t'as mal, t'es mort. Ouais. Si tu montres que t'es fatigué, t'es mort quoi. Poker face quoi. Et toi, t'arrivais à avoir une... Bah, je faisais de mon mieux quoi, en tout cas j'essayais quoi. Ouais. Tu peux pas faire pire que être lent quoi. Pour endormir l'autre. Une technique, c'était d'emmener le mec vers les cordes. Ouais. En disant des gauches, il va vers les cordes, il recule, au bout d'un moment, plus reculer, il y a les cordes. Ouais. Donc tu mets la gauche, il va dans les cordes, et quand il revient, boum. Voilà, ça c'est un truc que j'ai travaillé aussi. Il dit, il peut pas reculer, il va faire ça, et après il va revenir. Et j'avais préparé tellement des perfects. Et je crois que t'aimes beaucoup la musique. Est-ce que la musique a participé pour ta concentration? Si t'as une musique à conseiller, je sais pas, pour te concentrer, pour t'entraîner. J'aime bien écouter du raga, parce que c'est une musique vachement rythmée, force, qui donne de l'énergie, quoi. Après, je pense pas, ça joue pas sur l'entraînement, mais j'aime bien ce style de musique, quoi. Okay. D'ailleurs, j'invite souvent des artistes de reggae célèbres, chanter au club. Les vidéos, elles sont disponibles là, sur ma chaîne YouTube, là. Ouais. Si vous voulez voir. Bah ouais, j'en ai vu, il y a Naughty, notamment, qui est passé, mais ça, des grosses stars, telles que Ike Mouse ou You Brown, c'est des légendes du reggae, ils ont plus de 60 ans, c'est des grosses stars. Et tu me disais avant qu'ils jouent et pendant ce temps, il y a les gens qui s'entraînent. Ouais, c'est arrivé, ouais. Ok, génial. Ouais, ils viennent faire une petite session où juste les films, ils chantent une chanson ou deux. Ouais. Et des fois, il n'y a pas d'entraînement, des fois, il y a des entraînements. Hein. Et ben, super. Pour terminer, j'avais une partie de l'interview qui s'appelle « Quand j'avais 10 ans » et je commence les phrases et tu les complètes. Et quand j'avais 10 ans, mon sport préféré, c'était je faisais pas de sport. Hein. Ouais. J'aimais pas le sport. Et j'aime toujours pas le sport. C'est vrai? Ouais. Du coup, le Muay Thai, tu considères ça comme... une survie, quoi. Le mec essaie de te tuer. Si tu t'entraînes pas, t'es mort. Ok. Ouais. Ok. Quand j'avais 10 ans, mon dessin animé préféré, t'en avais un? Ouais, j'aime bien Ken le Survivant. Ouais. Okay. C'est mon dessin animé préféré. Ouais, moi aussi, un de mes préférés en tout cas. Tu dis moi aussi pour me faire plaisir, je sais chaque truc. Non, je connais, l'école du couteau. Moi, je suis né en 87. D'accord. Mais bon, j'ai tout revu. Bon, ça va. J'aimais beaucoup les doublages. Ouais, beaucoup d'autres cuisines. Cuisine. Les temps comme les œufs sont durs. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. C'est ça. Quand j'avais 10 ans, mon goûter préféré, c'était j'aime bien les pâtisseries, les boulangeries. Et tout à l'heure, tu as parlé rapidement des cuttings, etc. Est-ce que la diète, c'était un truc important pour toi? Comment tu l'as géré? T'es obligé. J'apprenais à faire des régimes. J'avais lu des livres sur la diététique du sportif. Et puis j'avais aussi l'ostéopathe qui s'occupait de moi, Jean-Luc Comont, était aussi diététicien. Et là, donc, je lui donnais un bilan sanguin et il me donnait un régime qui allait avec mon fonctionnement, quoi, avec mon bilan sanguin, quoi. Okay. Et ça marchait très bien, quoi. Et du coup, tu faisais gaffe tout le temps, et avant les combats, d'autant plus, et tu devais perdre. Non, je faisais pas gaffe tout le temps. Je faisais gaffe avant les combats, quand j'étais en perte de poids. Après, je reprenais le poids. Puis après, si deux combats étaient rapprochés, je reprenais forcément moins de poids, parce que j'avais moins le temps de grossir, quoi. Et quand j'avais 10 ans, je croyais, est-ce que tu avais des croyances limitantes ou des croyances quand tu étais petit, quand tu as grandi, tu t'es dit, ah ouais, non, mais c'est pas du tout comme ça. Je pense que j'étais persuadé que je pouvais voler, quoi. Parce qu'une fois, j'avais rêvé que je volais, je pense pas que c'est un rêve. J'ai l'impression que je volais dans le salon, au plafond. Dingue, hein. Et en te réveillant? Je sais même pas si j'ai vraiment l'impression que c'était vrai, quoi. Ouais. Bon, maintenant, je devine que j'ai dû rêver, mais sur le coup, je pense que j'ai pas rêvé. Je pense que c'était vrai, quoi. Dingue, ça, non? Bah ouais. T'as réessayé depuis? Non, mais j'ai pas fait exprès ce jour-là. Maintenant, je pense que c'est un rêve parce que c'est pas possible, quoi. Pour conclure, dans le reportage Pot de boxeur, t'as la vingtaine et tu dis un truc qui m'a fait sourire et que j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien que tu réagisses à ce que tu disais. J'aimerais aller jusqu'au combat de trop. Ouais, voilà, comme ça, je serais un vrai boxeur et après, je sombrerais dans l'alcool. Comme les autres. Voilà. Mais il y en a qui se moqueront. Ouais. Et puis s'il faut, ils n'ont pas eu la même vie, et puis s'il faut, ils sont grossis, quoi. Exactement. Putain, ça tombe pile poil avec ce qui se passe, quoi.
Je Non, suis gros. bah, je trouve que t'es plutôt en traite forme. d'alcoolique. Je trouve que t'es plutôt en forme et... Je préfère que tu m'appelles Jean-Charles. Jean-Charles en forme. Plus que plutôt, c'est... D'accord. c'est la personne, ouais. T'es en forme et tout à l'heure, tu disais que quand t'étais à la maison de retraite, Ouais. et ben, tu voulais vivre ta vie. Est-ce que s'il y avait pas mal de second degré, mais c'est un peu ça aussi que ça veut dire. Est-ce que tu as eu l'impression de vivre la vie que tu as voulu vivre? Bah, là, j'ai beaucoup de chance, là. J'ai finalement cru en moi toutes ces années, sans vraiment gagner grand-chose, et j'ai attendu d'avoir 50 ans pour avoir un peu de reconnaissance. Ouais. Et donc voilà, je suis bien content que les gens viennent m'interviewer, s'intéressent à moi, me posent des questions, comme si j'étais une personne importante. Bah, un peu quand même. Oui, mais bon, quand j'avais 20 ans, personne ne m'interviewait. Ouais. J'étais pas important. Et est-ce que le second degré, il a servi dans les combats? Est-ce que c'était un moyen de dédramatiser? Ouais, c'est vrai. Est-ce que Non, ouais, ta ça va pas façon... servir. Non, le second degré, l'humour, ça, Non, c'est toujours quelque chose... J'ai le mec qui était là, je fais attends, bouge pas, blague, et bim. Le mec ne m'écoutait pas sur le ring. Il ne m'écoutait pas, quoi. Ah, et je voulais te demander, les combattants que tu as forcément combattus, aujourd'hui, ils interviennent beaucoup dans ta salle. Ouais. Vous avez quelle relation avec les combattants? J'ai gardé des très bons liens avec tous mes adversaires. Ouais, c'est des gens avec qui j'ai vécu quelque chose de très important. On était importants l'un pour l'autre pendant une période. Les gens nous regardaient, on a fait quelque chose ensemble. Tu vois, Ouais. et c'est quelque chose d'inoubliable. Et moi, je leur suis reconnaissant. Victoire ou défaite, je suis plus reconnaissant sur ceux qui m'ont battu parce que ils m'ont appris des trucs, tu vois. Ouais. Donc tous ceux qui m'ont battu, ça, je leur envoie un petit message pour la Noël ou Nouvelle Année, même s'ils fêtent pas tous Noël, pour des raisons de bouddhisme ou d'autres religions, Ouais. quoi. Mais à la limite pour la Nouvelle Année, quoi. D'accord. Ouais. Eh ben, merci c'est cool. beaucoup, Bah, merci beaucoup, Jean-Charles. ouais. Merci J'ai à tous, passé hein. un super moment. J'espère que toi aussi. Bah pareil, je te remercie. Cool. Et bah c'était cool. Si ça vous a plu et que vous souhaitez nous soutenir, Bla bla bla, et voilà, ça demande de s'abonner et tout y conti. Mais qui fait tout ça, sérieux? c'est Bon, ça a hyper l'air de important pour tenir nous. à cœur. Et je vous en serai infiniment Mais là, je suis sûr qu'il va nous parler de ses Vous réseaux pouvez sociaux. également nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Et voilà, dans le mille, Et qu'est-ce en que je description. disais? Bon, allez, J'ai hâte je de vous le dis, au retrouver pour un revoir. prochain épisode. Peace. Pas mal quand même cette petite musique.